Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui vous est proposé par le Centre Info. Je suis Romain Pigeot, consultant expert sur le droit et les politiques de formation du Centre Info. Le webinaire du jour va porter sur un récent projet de décret et qui porte sur le report du versement du 13% de la taxe d'apprentissage. Donc, on va répondre à 3 questions. Quelles conséquences de ce report pour les entreprises, pour les établissements de formation et aussi de manière générale pour le financement de l'alternance? Ce webinaire va aussi être l'occasion de faire des grands rappels de principes qui concernent la taxe d'apprentissage ainsi que sa part de 13%. Alors, nous sommes ensemble durant 45 minutes. Vous connaissez les règles du webinaire. Nous avons 30 minutes à peu près d'exposé, suivi d'un quart d'heure de questions-réponses. Notre grand objectif est de tenir, bien évidemment, le timing. Vous pouvez d'ores et déjà chatter, réagir et nous poser vos questions par rapport à la présentation et on aura l'opportunité de répondre à ces questions au cours donc de la seconde partie. Voilà. Alors, en bref, et pour rappel, quelques nouveautés qui concernent la taxe d'apprentissage qui ont été introduites par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, quelques grands impacts. Premier impact qui concerne la taxe d'apprentissage, c'est la répartition de cette taxe d'apprentissage, parce que dorénavant, la taxe d'apprentissage a deux parts qui sont distinctes, le 87% d'une part et le 13% d'autre part. Le 13% qu'on appelle encore parfois le hors quota. Voilà, donc en pratique, c'est la fin de la fraction dite régionale de la taxe d'apprentissage. Du côté des établissements et des CFA, les impacts sont aussi conséquents parce que les modalités de financement via la taxe d'apprentissage évoluent. Ça va être l'objet, là aussi, de la présentation de notre webinaire, puisqu'on va parler de l'affectation directe et vous présenter comment elle fonctionne. En termes de calendrier, là aussi des changements puisque dorénavant la taxe d'apprentissage est versée avec le même calendrier que la contribution à la formation professionnelle. C'est pour cette raison qu'on l'appelle la contribution unique, sauf donc les dépenses déductibles et libératoires. Par contre, en ce qui concerne le calcul, l'assiette, les entreprises redevables, là, il n'y a pas eu de modification par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Pour faire des grands rappels. Donc, première question, les conséquences du report du versement introduite par le récent projet de décret. Mais avant, on va faire un petit rappel de l'utilité et de ce qu'est le 13%. Pour les établissements, le 13% de la taxe d'apprentissage constitue une ressource appréciable de financement. À titre informatif, les derniers chiffres qui sont issus de la partie de formation professionnelle de la loi de finances font état de 674 millions d'euros issus de la part hors quota, donc qui est devenue donc la part 13%. Donc ces 674 millions d'euros vont directement aux établissements de première formation technologique et professionnelle. Donc vous voyez, pour ces établissements, cette part de financement est somme toute très importante. L'utilité aussi du 13% est l'opportunité d'établir des relations entre les établissements d'une part et le monde des entreprises d'autre part. Donc de créer des liens et d'avoir un dialogue sur l'utilité des formations, le contenu des formations, la pédagogie même qui est utilisée au cours de ces formations. Donc, en fait, ce 13% va permettre d'avoir des échanges entre le monde des entreprises et le monde de la formation, ce qui permet de garantir la pertinence des formations proposées. Donc, ça, c'est un élément qui est assez important et qui justifie à lui seul d'avoir maintenu la part 13% de la taxe d'apprentissage. Donc, concernant ce fameux projet de décret, qu'est-ce qu'il apporte? Eh bien, d'abord, pour les entreprises, le décret va apporter un délai supplémentaire pour verser cette part dite 13% de la taxe d'apprentissage. Donc ça, c'est côté entreprise. Côté établissement, en parallèle, c'est un délai supplémentaire pour pouvoir recevoir le 13%. Vous voyez, c'est un temps en plus.
L'objectif est de tenir compte de la période de la crise sanitaire qu'on a connue, somme toute, assez récemment. Durant les derniers mois, les entreprises n'ont pas toujours eu l'opportunité de faire leur versement. Les établissements ont eu du mal à solliciter les entreprises et à intervenir avec elles. Donc, du coup, l'État donne et aux entreprises et aux établissements un délai supplémentaire. Donc, ça, c'est vraiment pour vous expliquer l'objectif. Par contre, un élément qui est important, c'est que le financement en tant que tel n'est pas modifié. On donne, du côté des entreprises, on donne exactement la même chose, mais on le donne plus tard. Par contre, le montant n'est pas modifié. Les conditions de versement, elles non plus, ne sont pas modifiées. Et du coup, l'équilibre général du financement de la formation à travers la taxe d'apprentissage, lui non plus, n'est pas modifié. Donc la seule conséquence, la grande conséquence, c'est d'avoir ce fameux délai supplémentaire. En termes de conséquences sur le projet, on vous a réalisé un petit calendrier. Donc, pour venir en arrière sur l'année 2020, les entreprises ont déjà versé une contribution unique. Et avant l'annonce du projet de décret, elles avaient jusqu'au 1er juin 2020 pour réaliser des versements au titre du 13% de la taxe d'apprentissage. Ce qu'annonce ce fameux projet de décret, c'est que ces versements pourront être faits jusqu'au ou avant le 30 juin 2020. Donc, vous voyez, on a là un délai supplémentaire. Par contre, comme vous voyez également, ce délai supplémentaire intervient uniquement pour le 13% de la taxe d'apprentissage. Les autres versements ne sont pas du tout affectés pour l'instant par le projet de décret et il n'y a pas d'autres reports qui ont été annoncés. Donc, le report concerne uniquement, je me répète, le 13% et accorde aux entreprises jusqu'au 30 juin pour pouvoir réaliser leur versement au titre de la taxe d'apprentissage. De même, les modalités de collecte ne sont pas elles non plus impactées. Et de même, la future collecte par l'URSSAF n'est pas et la MSA ne sont pas non plus impactées elles aussi. Donc, quelles sont les formations et les établissements éligibles à la part 13% de la taxe d'apprentissage? Du côté des entreprises, les dépenses libératoires au titre du 13%, il en existe 4. La première, c'est un bonus au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Donc là, ça concerne uniquement les entreprises de plus de 250 salariés qui ont eu un effectif d'alternants supérieur à 5% de leur effectif moyen. Donc, ces entreprises-là bénéficient d'un crédit d'impôt qu'elles peuvent imputer au titre de leurs dépenses libératoires sur le 13% de la taxe d'apprentissage. Dit autrement, oui, pour simplifier, c'est un bonus-malus qui intervient donc sur le 13% sous la forme d'un crédit d'impôt. Les autres dépenses sont les suivantes. On a aussi les versements aux établissements de formation technologique et professionnelle hors apprentissage. Donc, c'est ce qu'on appelle les établissements de première formation technologique et professionnelle. C'est là où intervient majoritairement les versements au titre du 13%. On a aussi des versements pour les organismes qui participent au service public de l'orientation tout au long de la vie. Et on a enfin la possibilité de faire des donations en nature au CFA. Donc, vous voyez, je vous ai mis une fleur dans une main, c'est une matière première, et aussi un bâtiment, puisqu'il peut arriver que les établissements reçoivent, enfin, côté CFA, reçoivent donc des donations, somme toute assez importantes, qui peuvent aller jusqu'aux immeubles. Donc, impact du nouveau décret, ces dépenses libératoires vont intervenir avant le 30 juin jusqu'au 30 juin. Quelle est la liste des établissements de première formation technologique et professionnelle qui peuvent bénéficier donc des versements au titre du 13%? On a un ensemble d'établissements qui sont listés dans le Code du travail. Donc la liste est à l'article 6241.5 du Code du travail. On a principalement les établissements publics d'enseignement du second degré, les établissements du privé du second degré liés avec l'État, par exemple par un contrat d'association. On a aussi les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements qui sont gérés par une chambre consulaire.
les établissements supérieurs gérés par des organismes à but non lucratif, ceux qui dispensent des formations qui conduisent à des diplômes professionnels délivrés par le ministère de la Santé et des Affaires sociales ainsi que Jeunesse et Sport. On a aussi les écoles de la seconde chance. On a aussi les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion et de la défense. On a les établissements à but non lucratif qui concourent par des actions de formation professionnelle à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification. On a aussi ceux qui assurent une éducation dite adaptée. Enfin, on a les établissements de réadaptation, les établissements qui accueillent des jeunes handicapés à titre expérimental. Et enfin, c'est une petite nouveauté, là aussi, c'est les écoles de production. Donc voilà, tous ces établissements doivent se déclarer en préfecture pour pouvoir figurer sur des listes préfectorales pour pouvoir ensuite recevoir des affectations au titre du 13% de la taxe d'apprentissage. Du côté des organismes qui participent au service public de l'orientation tout au long de la vie, on a deux types d'organismes. On a en fait plusieurs types de listes. On a à la fois une liste nationale, mais aussi on a une liste par région. Donc ce sont des structures qui agissent au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale des métiers, et ces établissements sont inscrits sur une liste. Et la liste a fait l'objet d'une publication au journal officiel. La dernière liste a été publiée le 13 février de cette année. Donc, elle est disponible au journal officiel du 27 mars 2020. À partir du moment où une structure est inscrite sur cette liste nationale, elle peut recevoir des financements au titre du 13% de la taxe d'apprentissage. Le calendrier est exactement le même. On est sur le 30 juin. Il y a aussi, comme je vous l'indiquais, une liste qui existe par région. Donc là-dessus, c'est les mêmes types de structures, mais ce sont des structures qui agissent sur les régions. Et donc, ces structures vont devoir être inscrites sur les listes, enfin sur une liste régionale pour pouvoir bénéficier d'une affectation au titre du 13%. Il existe une toute petite particularité pour les établissements qui sont inscrits sur une liste régionale, c'est que ces structures peuvent recevoir jusqu'à 30% du montant dû au titre du 13%. Donc, une de ces structures ne pourra pas, en pratique, recevoir l'intégralité du 13%, mais recevra uniquement 30% du 13%. Donc ça, cette règle concerne uniquement, bien évidemment, les structures qui sont inscrites sur les listes régionales. Je vous l'indiquais aussi, c'est un élément qui est très historique. Les CFA peuvent recevoir des subventions en nature au titre du 13%. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique premièrement que les CFA ne peuvent pas recevoir des financements dits numéraires en chèque, par exemple, ou en virement au titre du 13%. Par contre, ils peuvent recevoir des subventions dites en nature. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des matières premières, on va retrouver des outils, on peut parfois trouver des terrains, on peut parfois aussi retrouver des bâtiments donc qui sont libres, qui sont affectés, qui sont donnés par les entreprises aux établissements. La règle calendaire, là aussi, est exactement la même, c'est-à-dire que le projet de décret donne jusqu'au 30 juin aux entreprises pour pouvoir faire des subventions en nature au titre du 13% au CFA. Voilà, donc les CFA, pour synthétiser, peuvent recevoir donc des subventions au titre du 13% de la taxe d'apprentissage, mais uniquement des subventions en nature. Alors, comment, on arrive à la troisième question, donc comment va fonctionner ce fameux principe d'affectation directe? Alors attention, c'est une nouvelle règle, c'est une nouvelle modalité pour les entreprises pour se libérer de la fraction 13% de la taxe d'apprentissage. C'est quelque chose qui n'existait pas avant la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc c'est vraiment une nouveauté, une nouvelle modalité particulièrement importante. Alors, du côté des entreprises, donc les entreprises, leur rôle, c'est de réaliser des affectations directes sur le 13% avant le 30 juin.
La grande nouveauté, c'est que ces affectations directes ne vont pas passer par des intermédiaires. Dit autrement, l'entreprise ne fait pas de liste d'affectation qu'elle donne à un tiers ces tiers, historiquement parlant, étaient les organismes collecteurs de taxes d'apprentissage. Donc, dorénavant, les entreprises donnent directement aux établissements leurs 13% de la taxe d'apprentissage. Donc, voilà la grande nouveauté et voilà l'affectation directe, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire du côté des entreprises pour affecter le 13%. Donc, ces dépenses, une fois que l'entreprise a réalisé ça ou ses dépenses, elle est libérée du 13% de sa taxe d'apprentissage. En fait, son obligation de verser 13%, elle est réalisée. Donc l'entreprise, elle est soulagée, elle a fait son affectation, elle est libérée. Voilà. Mais par contre, l'entreprise va devoir bien évidemment conserver les reçus qui sont donnés par les établissements de telle manière à pouvoir prouver qu'elle a réalisé son obligation de verser le 13% de la taxe d'apprentissage. Donc ça, là aussi, ça fait partie des nouveautés parce que les entreprises vont devoir donc conserver ces reçus en cas de contrôle. Du côté des établissements, le premier rôle des établissements est bien évidemment, dans un premier temps, de solliciter les entreprises, de dialoguer avec les entreprises et de leur proposer de recevoir le 13% de la taxe d'apprentissage. Donc, le premier rôle, c'est un rôle de dialogue. Ensuite, une fois que les établissements ont bien dialogué avec les entreprises, ils reçoivent les affectations des entreprises. Et donc, à partir de ce moment-là, ils vont devoir délivrer un reçu aux entreprises pour de telle manière à ce que les entreprises, dans un second temps, puissent donc prouver qu'elles se sont bien libérées de la taxe d'apprentissage. Voilà, donc du côté des établissements, comme on l'indiquait antérieurement, c'est donc bien un financement qui intervient pour eux. Et donc ce financement est somme toute assez stratégique et important du côté des établissements. Donc voilà ce grand principe nouveau d'affectation directe. Donc plus d'intermédiaires. Du côté des établissements de première formation technologique et professionnelle, comment ça va marcher? Eh bien, d'abord, leur premier rôle, leur premier fonctionnement va être de s'inscrire sur la liste préfectorale. C'est bien une inscription. Si vous allez sur le site des préfectures, si vous faites une recherche sur Internet et que vous tapez, par exemple, taxe d'apprentissage et le nom de la préfecture de votre territoire, vous aurez des pages Internet sur lesquelles figurent les listes d'établissements éligibles à la taxe d'apprentissage. Voilà. Donc, les établissements sont inscrits sur les listes préfectorales. On parle parfois d'habilitation à recevoir la taxe d'apprentissage. Ensuite, une fois que l'établissement est inscrit, donc il va recevoir de la part des entreprises les versements, donc sans passer par un intermédiaire, et il va donc établir un reçu. Le Code du travail a précisé ce que doit indiquer le reçu. Le reçu doit d'une part indiquer le montant versé et d'autre part indiquer la date de versement. Du côté des entreprises, vous voyez, nous avons une main qui donne de l'argent. Alors, bien évidemment, il s'agit plutôt d'un versement de compte à compte, voire d'un chèque. On n'imagine pas une enveloppe de liquide. C'est bien évidemment un symbole du côté des entreprises. Donc, il s'agit bien d'un versement en direction des établissements première formation technologique et professionnelle. Un versement donc qui doit intervenir avant le 30 juin. Du côté donc des CFA et du côté des donations en nature, donc le CFA va recevoir de la part des entreprises les matières premières, ou comme j'ai indiqué parfois, ça arrive que ce soit donc des biens assez importants qui ont pu aller jusqu'aux immeubles, jusqu'à des terrains. Assez récemment, j'ai eu un exemple pratique. Donc le CFA reçoit sa subvention en nature. Le CFA donc va lui aussi établir un reçu. Par contre, le reçu est un petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une affectation en nature. Alors là-dessus, les CFA ont des habitudes historiques et on avait des circulaires jusqu'à présent qui précisaient quel était le contenu du reçu en nature ainsi que des règles comptables par rapport au CFA.
Autrement dit, les CFA ont déjà l'habitude, pour certains, de recevoir des subventions en nature de la part des entreprises. Il ne s'agit pas pour eux d'une nouveauté. Alors, il y a des nouveautés par contre concernant le reçu. Le reçu doit indiquer donc la date du jour de livraison des matériels et des équipements, l'intérêt pédagogique de ces biens, la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. La valeur comptable, on va la voir bien évidemment tout de suite après. Donc là-dessus, c'est des éléments concernant le reçu qui ont été précisés dans le Code du travail et dans un décret qui a été publié à la fin de l'année. Donc, comment les entreprises peuvent établir la valeur comptable des donations en nature au CFA au titre du 13%. Donc, là-dessus, c'est des possibilités alternatives. Donc, soit sur la base du prix de revient sur le matériel neuf, soit sur la base de la valeur d'inventaire pour les produits en stock, soit sur la base de la valeur résiduelle comptable pour le matériel d'occasion. C'est vrai, comme ce sont des donations en nature qui sont parfois assez importantes, il y a souvent un comptable qui intervient. Et à ce moment-là, le comptable qui connaît parfaitement ses tableaux comptables et ses règles de débit et crédit va pouvoir justifier et va pouvoir bien indiquer à l'entreprise la valeur de l'affectation en nature. Voilà, donc dans tous les cas, dernière petite précision comptable, cette valorisation est déterminée toutes taxes comprises. Du côté, alors on sait bien qu'on parle de comptabilité, on sait bien qu'il s'agit de nouveautés et du côté des entreprises et du côté des établissements. Donc nous avons nous avons fait le choix de vous présenter un exemple pratique chiffré. Donc, cette année, nous sommes en juin 2020 et, par exemple, nous sommes une entreprise qui va disposer au titre de son 13% de la taxe d'apprentissage d'une somme qui correspond à 20 000 euros. Vous voyez, j'ai pris un exemple rond. L'entreprise connaît un établissement de première formation technologique et professionnelle habilité à percevoir de la taxe d'apprentissage, va dialoguer avec lui, va valider son projet et va décider de réaliser une affectation au titre de la taxe d'apprentissage. Et l'entreprise a un projet donc qui va correspondre par exemple à 8 000 euros et décide d'affecter 8 000 euros. Vous voyez, dans mon exemple, toutes les conditions sont réunies. On est bien avec un établissement de formation technologique et professionnelle. On suppose que cet établissement est bien inscrit sur sa liste préfectorale. Vous voyez, là aussi, le plafond de dépenses libératoires, il n'est pas dépassé. Pourquoi? Parce que l'entreprise va affecter uniquement 8 000 euros sur ces 20 000 euros. L'entreprise, là aussi, va donc recevoir un reçu au titre de qui va lui permettre donc de justifier qu'elle s'est bien libérée de sa taxe d'apprentissage. Donc vous voyez, la dépense est bien libératoire. L'entreprise s'est bien libérée de son obligation de verser juste 13% de sa taxe d'apprentissage. On peut dire qu'elle s'est soulagée. Et vous voyez, la nouveauté du décret, c'est qu'elle peut le faire aujourd'hui, c'est-à-dire que la date qui avait été antérieurement prévue dans le Code du travail du 1er juin, eh bien, elle n'est plus applicable puisque l'entreprise le fait, on va dire qu'elle fait aujourd'hui. Donc voilà la grande conséquence du projet de décret. On est bien sur une dépense libératoire, y compris quant à ses modalités et y compris donc par rapport au calendrier. Donc, en 2020, l'entreprise va imputer sa dépense sur sa fraction solde 13% de la taxe d'apprentissage. Par contre, vous voyez, vous avez sans doute fait vous-même la soustraction. Comme l'entreprise avait 20 000 euros de dépenses à réaliser et qu'elle a réalisé une dépense de 8 000 euros, il lui reste donc 12 000 euros
à dépenser sur sa fraction 13%, comme on le rappelait tout à l'heure, qui est parfois encore appelée fraction solde. Certains l'appellent encore même fraction hors quota, ce qui est absolument toléré et ce qui pose absolument aucun problème en pratique. Donc, qu'est-ce qui reste à faire à l'entreprise? Eh bien, l'entreprise va devoir continuer en pratique ses dépenses de telle manière à dépenser l'intégralité de son 13% de la taxe d'apprentissage. Et donc, il va devoir encore faire 12 000 euros de dépenses au titre du 13% de sa taxe d'apprentissage pour en être intégralement libéré. Et donc, l'entreprise a jusqu'au 30 juin pour choisir quels sont les établissements qui vont pouvoir bénéficier de la part 13% de sa taxe d'apprentissage. Donc, en pratique, l'entreprise peut prendre contact avec les établissements de première formation technologique et professionnelle qu'elle connaît, ou alors elle peut consulter la liste qui figure, les listes qui sont publiées sur les portails internet de la préfecture de son territoire, de telle manière à choisir quels sont les établissements qui vont pouvoir recevoir le solde de son 13%, à savoir donc les 12 000. Là, dans notre exemple chiffré pratique, 12 000 euros. Voilà, donc n'oubliez pas, côté entreprise, de bien vérifier à recevoir le reçu qui est donc délivré par l'établissement. Hop, je profite de ce webinaire pour vous annoncer que le Centre Info a mis en place à l'occasion du Covid 2019 des formations intégralement à distance qui vont se poursuivre malgré le déconfinement. Donc, ce sont des formations qui, pour certaines, qui vont porter intégralement sur le cadre juridique, administratif et financier de l'apprentissage et qu'on vous propose sur plusieurs séquences à distance. Donc, les prochaines dates de formation sont le 1er, le 2 et 3 juillet. Et il y aura encore d'autres dates après l'été. Pour l'instant, on vous propose d'ores et déjà de vous inscrire le 5, le 6 et le 7 octobre 2020. Vous pouvez bien évidemment vous rendre sur la boutique du Centre Info de telle manière à pouvoir vous inscrire à ces formations si vous le souhaitez. Donc, je vois que le chat a bien fonctionné et je vois aussi qu'un ensemble de questions arrivent. On va pouvoir y répondre. On a respecté le timing qui nous était convié, c'est-à-dire qu'on a respecté la règle de la demi-heure de présentation, ce qui va nous donner donc l'opportunité de présenter quelques questions-réponses relatives à la taxe d'apprentissage. Voilà, on n'est pas rentré dans l'intégralité des détails sur la taxe d'apprentissage, c'est pas l'objet du webinaire, bien évidemment. On n'a pas parlé de la taxe 87%, on a choisi donc de se concentrer sur le 13%. Pourquoi? Parce que c'est bien l'objet du projet de décret donc, qui porte sur le 13% de la taxe d'apprentissage. Alors, on va prendre donc quelques questions. Je les vois qui arrivent sur le chat des participants. Première question, quand est-ce que sera publié le décret? Eh bien, pour l'instant, c'est vrai que le décret n'a pas été encore publié. Il devrait bientôt paraître au journal officiel, mais par contre, il y a eu des annonces qui ont été faites de la part de l'État et le ministère du Travail a communiqué avec notamment des comptables de telle manière à ce que l'information circule le plus possible donc sur ce report de la taxe d'apprentissage. Donc on est bien sur des informations officielles et le décret qui va donc modifier le code du travail eh bien devrait paraître comme on dit hein, d'habitude incessamment sous peu. Une autre question, oui, d'ailleurs, peut-être un ou une juriste, que va modifier le décret d'un point de vue du Code du travail? Eh bien, écoutez, vous pouvez consulter là-dessus l'ensemble des sources qui sont indiquées sur le webinaire et à titre
informative. Donc, c'est l'article 6241-20 du Code du travail qui va être modifié par le prochain décret. Pourquoi? Parce que la date du 1er juin figure sur cet article, donc R 6241-20 du Code du travail. Donc, le décret doit modifier cet article pour que la date de versement du 13% de la taxe d'apprentissage soit lui-même modifiée. Autre question, je les prends dans le désordre. Depuis quand existe la taxe d'apprentissage? Alors oui, ça c'est une curiosité française. La taxe d'apprentissage est somme toute une taxe assez ancienne. Et cette information d'ailleurs était citée dans une annexe de la loi de finances que j'ai relue pour préparer ce webinaire. Et donc la taxe d'apprentissage existe depuis 1925. Donc vous voyez, c'est une taxe qui est assez ancienne. On va peut-être même célébrer les 100 ans de la taxe d'apprentissage. On aura sans doute l'occasion de faire un webinaire à cette occasion. Je vous rassure, on fera pas l'historique de l'ensemble des réformes qui sont intervenues sur cette taxe qui donc va bientôt fêter ses 100 ans. Ah, d'ailleurs, je vois une autre question. Est-ce qu'il y a des réformes annoncées sur la taxe d'apprentissage? Eh bien, écoutez, non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres réformes qui ont été annoncées sur la taxe d'apprentissage. Alors, c'est vrai que la taxe d'apprentissage connaît des réformes assez fréquentes, mais pour l'instant, donc, il n'y a pas de réforme annoncée. La grande dernière nouveauté concernant la taxe d'apprentissage, eh bien, c'est donc l'objet de ce webinaire. La grande nouveauté, c'est que la part 13% de la taxe d'apprentissage soit reportée pour cette année au 30 juin. Sinon, les fractions, il n'y a pas d'annonce quant aux fractions de la taxe d'apprentissage, pas d'annonce quant à l'utilisation du financement de la taxe d'apprentissage. Donc là-dessus, il n'y a pas de nouveauté. Est-ce qu'il existe, oui, je vois qu'il y a des CFA qui interviennent et qui nous demandent quels sont les modèles de bordereaux. Est-ce qu'il y a des modèles de bordereaux officiels pour les versements? Et oui, en effet, comme on l'a bien vu au cours de ce webinaire, les établissements et ou les CFA qui reçoivent des versements au titre de la taxe d'apprentissage doivent donc réaliser après ce versement un bordereau pour les entreprises, de telle manière à ce que les entreprises puissent justifier des versements au titre du 13% de la taxe d'apprentissage. Alors, il n'existe pas pour l'instant de modèle officiel quant aux bordereaux. Donc, non. Mais par contre, il y a bien le Code du travail qui précise que les informations que doivent contenir les bordereaux. Et comme on l'a vu, les informations ne sont pas exactement les mêmes quand on est un établissement de première formation technologique et professionnelle ou alors quand on est un CFA. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit d'une affectation en nature, le bordereau est plus complexe parce qu'il y a des règles comptables quant à la nature même et quant à la détermination du montant de l'affectation en nature. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de bordereau. Les établissements peuvent utiliser le code du travail et donc bien indiquer la date de versement, le montant du versement et par exemple le fait d'avoir un tampon du CFA et bien indiquer l'entreprise qui a versé une part de son 13%. Voilà. Par contre, pour côté CFA, c'est vrai, c'est un peu plus complexe. Donc, ils peuvent, par exemple, utiliser des modèles de CERFA, donc pas au titre de donner des donations en nature, mais ils peuvent s'inspirer. Il nous dicte notamment un modèle pour les dons reçus par les ados et les associations. Donc les CFA peuvent utilement donc utiliser ce modèle qui a été créé pour les associations. Donc peuvent l'utiliser et donc doivent
l'adapter. Alors, c'est un CERFA qui existe et je regarde des notes. C'est le CERFA 11 580 étoiles 04. Donc là-dessus, donc les CFA peuvent bien évidemment adapter le modèle de bordereau de telle manière à pouvoir bien déterminer et l'affectation en nature qu'ils ont reçue et pour pouvoir faire en sorte que l'entreprise puisse justifier dans un second temps le fait d'avoir reçu cette affectation en nature. Autre question, là je vois une question d'une entreprise. Est-ce que je peux ne pas verser de taxe d'apprentissage alors que je suis redevable de la taxe d'apprentissage? Eh bien non. Hélas, alors, c'est pas une bonne nouvelle. On l'a bien vu au cours de ce webinaire, les entreprises ont bien un report de date de versement du 13% de la taxe d'apprentissage. Mais les entreprises n'ont pas une annulation du versement du 13%. Donc, les entreprises doivent bien réaliser ce 13% pour être donc bien libérées du 13%. Et d'ailleurs, le Code du travail utilise bien le terme de dépenses libératoires. Donc, les entreprises ont bien l'obligation de verser ce 13%. Le 13% n'est pas annulé, le 13% est bien uniquement décalé dans le temps. Donc là, si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez ne pas verser ce 13%, vous avez bien évidemment un risque. Alors, bien évidemment, ça faisait partie des questions que je m'étais posées pour préparer ce webinaire. Et donc, nous avons fouillé à plusieurs le Code du travail. Et figurez-vous que c'est dans l'article L6131.1 du Code du travail qui précise bien, je le prends sous les yeux, donc qui précise bien que la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article 6131.2 est versée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisation et de contribution de sécurité sociale. Donc, vous voyez, une entreprise a tout intérêt à bien verser en temps et en heure son 13% aux établissements qui sont éligibles. D'ailleurs, à ce titre-là, si une entreprise oublie de faire ses versements, il y a un bordereau de versement rectificatif qui peut être téléchargé et qui est donc disponible sur le site internet du ministère du Travail, travail.gouv.fr, et c'est le CERFA 13604. Voilà. Autre question, où est-ce que je peux trouver la liste intégrale des établissements éligibles à la taxe d'apprentissage? Alors, il n'existe pas de liste Excel intégrale des établissements éligibles. Alors, par contre, comme je vous l'indiquais, ce sont des listes qui sont disponibles sur les portails Internet des préfectures. Mais on va quand même vous signaler, vous donner un indice. Les OPCO aident les entreprises et j'ai vu beaucoup de sites Internet d'opérateurs de compétences qui ont fait des synthèses et qui ont fait des listes de pages Internet de l'ensemble des pages Internet des préfectures qui donc disposent des listes. Donc, je vous invite à fouiller, ou plutôt à regarder les sites Internet de vos opérateurs de compétences de telle manière à pouvoir donc consulter dans un second temps ces listes ou alors à faire des recherches. Comme je vous l'indiquais, ce sont des recherches assez simples à faire. Si vous tapez sur un moteur de recherche taxe d'apprentissage préfecture et vous aurez là bien évidemment vos listes. Ah, nous avons une question d'Alsace-Moselle. Est-ce qu'il existe des dispositions spécifiques en Alsace-Moselle? Eh bien oui, en effet, la réponse est tout simplement oui, il existe des dispositions spécifiques sur la taxe d'apprentissage en Alsace-Moselle. En annexe,
me suis permis de vous donner des petits bonus et on vous a rajouté des schémas de taxes d'apprentissage et vous allez donc pouvoir télécharger le schéma de la taxe en Alsace-Moselle et vous allez constater il n'y a pas de part 13% de la taxe d'apprentissage pour les entreprises qui relèvent de l'Alsace-Moselle. Donc, ces entreprises ont un taux de taxe d'apprentissage légèrement inférieur aux autres entreprises du territoire. Alors par contre, là l'information est somme toute assez importante, il y a bien des établissements qui sont habilités ou qui figurent sur les listes de la préfecture d'Alsace-Moselle et qui peuvent, eux, recevoir de la taxe d'apprentissage. Donc côté établissement éligible, il en existe. Par contre, côté entreprise, les entreprises d'Alsace-Moselle n'ont pas, elles, de 13%. À une question des territoires, des régions et des dom-tom, est-ce qu'il existe des spécificités sur la taxe d'apprentissage dans les dom-tom? Eh bien non, et il n'en existe plus. Alors, dans le passé, il y en a eu, mais ces dispositions spécifiques ont été supprimées. Et si ma mémoire de toutes les modifications de la taxe d'apprentissage est exacte, la suppression des dispositions spécifiques des dom-tom est antérieure à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Voilà. D'autres questions? Est-ce que tout établissement, toute association peuvent s'inscrire sur la liste des associations réalisant de la promotion des métiers? Je prends la question telle qu'elle est formulée. Eh bien non, ces établissements, pour figurer sur les listes et régionales et la liste nationale, donc des établissements qui participent à la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers, il y a bien une procédure à réaliser et il y a d'ailleurs un ensemble de conditions qui ont été établies dans le Code du travail pour pouvoir y figurer. Donc, toutes les associations, toutes les structures ne peuvent pas y participer. Comme je vous l'indiquais, la liste a été remise à jour assez récemment. Et la liste des structures nationales, la date de l'arrêté est date du 13 février, avec une publication en mars, si ma mémoire est exacte. On peut retrouver certaines grandes associations de promotion des métiers. Je vais pas tous les citer. La liste est somme toute assez longue, mais on peut retrouver par exemple World France, l'Association nationale des apprentis de France, les Compagnons du Tour de France, l'Association Capital Filles, l'association La Chance. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Je vous invite à consulter cette liste avec avec l'arrêté donc que vous pouvez consulter en source parmi les sources donc de ce webinaire. Autre question. Je suis une entreprise, je crée un CFA, est-ce que je peux faire des déductions de taxes d'apprentissage? Et la réponse là, eh bien oui, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs. C'est pour les entreprises qui souhaiteraient créer un CFA, il y a donc des possibilités d'affectation au titre de la taxe d'apprentissage. On va pas avoir le temps de rentrer dans le détail, ça va plutôt être sur la part du 87%. Voilà, donc là-dessus, si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment nous écrire. On a déjà eu plusieurs questions de la part d'entreprises à ce titre-là. Voilà, je regarde s'il y a encore d'autres questions. Oui, quelle est la date du prochain webinaire? Eh bien, le prochain webinaire sera animé par mon collègue Fouzi Fetti, responsable du pôle droit et politique de formation au Centre Info, et va porter sur le Covid-19 et formation, quels ajustements de la réforme de 2018. Donc là, c'est le 25 juin prochain. Donc, je vous invite d'ores et déjà à vous y inscrire à un webinaire qui s'annonce d'ores et déjà passionnant et stratégique, bien évidemment.
Euh, Dernière petite question, est-ce que je peux télécharger le support? Eh bien oui, le support sera bien évidemment téléchargeable. Je vois qu'on a respecté l'heure et des 30 minutes de présentation et des 15 minutes de questions-réponses. Le webinaire arrive à sa fin, donc je vous donne, j'aurai le plaisir d'assister au prochain webinaire du 25 juin. Je vous invite d'ores et déjà, je me répète, à vous y inscrire et je vous souhaite de passer un excellent week-end à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment nous écrire au centre info ainsi qu'à l'adresse, à mon adresse mail qui a été indiquée sur les pages de ce webinaire. À très bientôt.